l'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rite et tradition est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme noir, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Mesdames, Messieurs, je suis on ne peut plus heureux de recevoir pour vous aujourd'hui à Rite et Tradition sur Africable, la télévision qui efface les frontières, Monsieur Siné Diarra. Monsieur Diarra est expert comptable, gérant d'un cabinet d'expertise comptable, Finaudit. Universitaire bontain, Monsieur Diarra partage avec les étudiants son savoir en comptabilité finance à l'Université du Mali. Auteur de plusieurs publications qu'il serait fastidieux d'énumérer ici, nous retiendrons la comptabilité générale de l'entreprise conforme aux droits du système comptable ouest-africain, SISCOA, et à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Il est soucieux du devenir du Mali, c'est pourquoi il s'est penché sur le problème de formation de la jeunesse espoir de demain. Parce qu'il nous dit que la qualité de l'éducation au Mali est extrêmement préoccupante. Des effectifs de classe bien trop élevés dans les écoles primaires, la moyenne est d'un enseignant pour 64 élèves. Peu d'enseignants qualifiés, des infrastructures limitées, insuffisance de livres et de matériel, ainsi que des programmes d'études confus. Au final, la plupart des enfants maliens qui fréquentent l'école en sortent peu formés. Seuls 23% des adultes et 29% des Maliens âgés de 15 à 24 ans sont capables de lire et écrire. C'est le taux d'alphabétisation le plus bas au monde. Telle est la conclusion du rapport de recherche d'Oxfam 2009 intitulé « Assurer l'éducation pour tous au Mali ». Alors, Monsieur Diarra, quelle différence faites-vous entre l'éducation et l'instruction? Voilà deux notions assez complexes. Alors d'abord, merci Monsieur Konaté. Je suis très heureux d'être l'invité de cette émission, Rite et Tradition, de Africable Télévision. Et cet article, je pense, a eu un grand écho au sein du public, et particulièrement au sein d'Africable, qui a autorisé ou qui est à la base de cette émission. Alors, avant de répondre à votre émission, Monsieur Konaté, j'aimerais dire quand même que la ressource humaine, l'homme est la première richesse d'un pays. Absolument. Il n'y a pas de pays sans grand homme, il n'y a pas de grand pays sans ressources humaines compétentes de qualité. La qualité des ressources humaines, forcément, c'est les ressources humaines qui sont compétentes, c'est-à-dire qui ont un savoir-faire, un savoir et un savoir-être. Des ressources humaines de grande moralité, des ressources humaines intègres. Lorsque ces facteurs sont réunis, la ressource humaine est de qualité et elle contribue positivement au développement du pays. Voilà pourquoi et le développement, cet article m'a beaucoup intéressé et j'ai compris que notre pays n'était pas au beau rang, parce que ça veut dire que si nous avons des ressources humaines peu qualifiées, ça veut dire que nous sommes au peloton des pays du développement. Donc nous sommes à la queue du peloton, on va dire, parce que quand on est le taux le plus bas, ça veut dire qu'on n'est pas premier. Donc on est l'opposé du premier. Donc c'est cela qui motive ça. Alors, quand vous dites l'éducation et l'instruction, d'abord j'aimerais dire qu'on peut parler d'enseignement et d'instruction parce que c'est en enseignant qu'on instruit quelqu'un. Donc on va peut-être dans notre débat parler indifféremment d'instruction et d'enseignement. Je pense qu'au final, on a la même connotation. L'éducation, c'est le soubassement de la personne humaine. Je vous ai dit tout de suite qu'une ressource humaine de qualité, c'est un homme, une femme de grande moralité, intègre et qui a un savoir, un savoir-faire, un savoir-être. Donc ça veut dire que le soubassement de la qualité des ressources humaines, c'est l'éducation. L'éducation, c'est l'action ou la manière de développer les facultés physiques, mentales et morales de quelqu'un. Lorsqu'on sait pas ces facultés-là, par exemple, dans la société, on doit avoir un comportement, il y a des codes. Et donc, on ne peut pas toute société a des interdits, comme le vol, comme le mensonge,
comme le respect de la chose d'autrui, et qui a une qualité au contraire. Et donc la bonne personne éduquée, la bonne personne est capable de vivre en communauté avec sa communauté sans heurter on va dire ces qualités-là. Donc c'est ça l'éducation, c'est l'action ou la manière de développer les facultés intellectuelles, morales et physiques des personnes. Et la famille joue un très grand rôle. L'éducation commence dans la famille. C'est dans la famille qu'on apprend les règles de vie en communauté. C'est dans la famille qu'on apprend les interdits. C'est dans la famille qu'on apprend le savoir-vivre avec les autres membres de la communauté. Mais l'éducation se poursuit à l'école. Parce que là, je suis en train maintenant de définir l'instruction. C'est l'action de faire acquérir la connaissance ou la pratique de quelque chose. Donc, quand je vais à l'école pour faire la médecine, on me donne les instructions, on me donne l'instruction nécessaire, la connaissance nécessaire pour être médecin. Mais à la sortie, je peux ne pas exercer la médecine. Auquel cas, j'ai la connaissance, mais je n'ai pas la pratique. Inversement, on peut avoir la pratique de quelque chose sans vraiment l'étudier. C'est le cas, par exemple, de nos guérisseurs, c'est le cas de beaucoup de personnes, de nos menuisiers, de nos apprentis auprès des garages qui apprennent la pratique sans aller à la connaissance. Donc l'enseignement, l'instruction permet à la personne d'acquérir le savoir ou la pratique de la chose. Au final, éducation et instruction se complètent pour faire de l'homme ou de la femme une ressource humaine de qualité. Donc il faut qu'on précise que ce n'est pas l'instruction à l'école occidentale seulement. Tout à fait, tout à fait. On apprend partout. On apprend partout. Je viens de dire le tailleur, par exemple, voilà. Il n'est pas allé à une école de modélisation ou de modèle. Mais par contre, il est capable, il a des apprentis qu'il instruit, il fait acquérir la pratique de la couture à des jeunes qui deviennent des as de la mode. Maintenant, quelle limite donne-t-on à la notion jeunesse? Quand cesse-t-on d'être jeune? Eh bien, très bonne question, M. Konaté. On a l'impression que la notion de jeune dépend de l'espace. Quand on regarde bien, la jeunesse au Mali, on estime que c'est jusqu'à 40 ans. Alors qu'en Occident, la jeunesse s'arrête à 30 ans. Et d'ailleurs, quand on voit le découpage du temps selon les jésuites, les 100 ans sont divisés en 25 ans pour l'apprentissage, en 25 ans pour travailler, donc on va jusqu'à 50 ans, et 50 jusqu'à 75, on jouit de ce qu'on a construit, et à partir de ce moment, on pense à la mort. Donc la jeunesse ne peut pas aller jusqu'à 40 ans. Et se dire jeune à 40 ans, je ne dis pas que c'est aberrant, mais quand même, attendez, le jeune prépare sa vie. Et est-ce qu'il faut attendre 40 ans pour préparer sa vie? Non. Alors donc, nous sommes en train de mettre notre jeunesse dans l'erreur, on dit on est jeune parce qu'on n'a pas 40 ans. Alors que le droit dit clairement, le droit civil dit que la majorité civile, on l'acquiert à 18 ans. Alors imaginez que vous êtes majeur à 18 ans, mais vous continuez à être jeune jusqu'à 40 ans. Alors donc, c'est dire qu'il y a un paradoxe qui ne va pas dans la notion de jeunesse. Il est bon que nous réfléchissions un tout petit peu sur ça, parce que les notions de jeunes, c'est des conventions. Les notions de jeunes, de vieux, c'est des conventions. C'est surtout dans la tête que ça se joue. Quand on croit qu'on est jeune à 60 ans, on est jeune. Quand on croit qu'on est vieux à 25 ans, on est vieux. Il n'y a pas autre manière que ça. Donc, le formalisme voudrait qu'on dise que la jeunesse s'arrête à 40 ans. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Moi, j'ai créé mon cabinet à 32 ans. Donc, je n'ai pas attendu 40 ans pour dire que je ne suis pas encore mature. Je sais que j'étais mature à partir de 18 ans. Donc, voici un peu le niveau de distinction. Sous certains cieux, le jeune s'arrête à 30 ans, alors que nous, on continue à dire que